Je n'oublierai jamais ce jour. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission pour l'université de mes rêves. J'avais 18 ans, et toute ma vie devant moi. Je me voyais déjà ingénieur, avec une carrière, une maison. Un avenir. Un avenir que mes grands-parents avaient voulu m'assurer en créant un fonds d'études à ma naissance, une somme qui s'élevait maintenant à 47 000 €. C'était ma porte de sortie, ma chance de réussir. Mais quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents, le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Le visage de ma mère s'est décomposé, ses yeux se sont remplis de larmes. Mon père, lui, n'arrivait même plus à me regarder. C'est là qu'ils me l'ont dit. L'argent n'était plus là. Disparu. Évaporé. Il avait servi à payer la 5e cure de désintoxication de mon frère. Leurs mots résonnent encore dans ma tête, il en avait plus besoin que toi. À cet instant, ce n'est pas seulement mon rêve qui s'est brisé. C'est ma famille. J'ai cru que j'avais touché le fond, que la trahison ne pouvait pas être plus profonde. J'avais tort. Car ce n'était que le début d'une histoire qui allait me forcer à choisir entre le sang qui coulait dans mes veines et la vie que je méritais de construire. Et ce que j'ai découvert des années plus tard allait détruire à tout jamais le peu d'illusions qu'il me restait. Ils ont ruiné mon avenir pour mon frère toxico. Ce qu'ils ont osé me demander 12 ans plus tard est impardonnable. Salut Reddit, attachez vos ceintures, parce que cette histoire va piquer. Je vous préviens, ce n'est pas une de ces histoires de réconciliation familiale touchante où tout le monde finit par se prendre dans les bras. Non. Ça, c'est l'histoire de ce qui arrive quand vos parents choisissent, encore et encore, de sauver votre frère qui touche le fond, au détriment de votre avenir. Et qu'ensuite, ils ont le culot incroyable de revenir vous demander encore plus. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai une maison, une femme, une carrière, tout le package du rêve pavillonnaire. Mais il y a 12 ans, j'étais un gamin de 18 ans, une lettre d'admission à la main, sans la moindre idée que mon futur avait déjà été entièrement hypothéqué pour financer la 5e cure de désintoxication de mon frère. Oui, la 5e. Laissez-moi vous planter le décor. Mon frère, Lucas, a toujours été le projet de la famille. Ce n'est pas méchant, c'est un fait. En grandissant, il était l'enfant qui avait besoin de plus d'attention, de plus de chance, de plus de tout. Moi, j'étais celui qui ne demandait rien, le gamin qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui était toujours là où il devait être, et qui ne faisait pas de vagues. J'étais l'enfant du milieu typique, celui qui apprend très vite que pour éviter les drames, il vaut mieux se faire discret. Lucas avait 3 ans de plus que moi. Quand j'étais à l'école primaire, il se faisait déjà renvoyer du collège pour des bêtises. Rien de violent, juste les absurdités habituelles de l'adolescent rebelle, sécher les cours, répondre aux professeurs. Mes parents traitaient ça comme une phase. Il a juste besoin de s'exprimer, disait ma mère. Ça lui passera. Spoiler, ça ne lui est jamais passé. Je me souviens, j'avais 8 ans. J'étais assis dans le bureau du directeur, attendant que ma mère vienne me chercher après que j'ai gagné un prix de lecture. J'ai attendu 2 heures. Elle m'avait oublié. Elle était au collège de Lucas, à gérer la dernière de ses frasques. Quand elle est enfin arrivée, elle pleurait. Elle n'a même pas remarqué le diplôme dans ma main. Elle m'a juste attrapé par le bras en disant « On doit y aller ». C'est devenu une habitude. Mes réussites étaient toujours éclipsées par les urgences de Lucas. Les spectacles de l'école, les réunions parents-professeurs, même mes propres anniversaires étaient annulés ou reportés parce que Lucas avait besoin d'attention. J'ai vite compris que si je voulais qu'on célèbre quelque chose pour moi, je ferais mieux de ne pas en faire tout un plat, car l'univers s'arrangerait pour que Lucas ait une crise exactement au même moment. En CM1, j'ai été inscrit au tableau d'honneur pour la première fois. Je suis rentré à la maison avec mon bulletin, si fier. Mon père était au téléphone avec le conseiller d'orientation de Lucas. Il n'a même pas levé les yeux, il m'a juste fait un pouce en l'air et a continué sa conversation. Ce bulletin a fini dans un tiroir. Il n'a jamais eu sa place sur le frigo, contrairement aux médailles de participation de Lucas. Au collège, je me débrouillais quasiment seul. Je préparais mes propres repas, je faisais ma lessive, et j'imitais la signature de mes parents sur les autorisations de sortie parce que leur demander signifiait attendre un moment où ils ne seraient pas stressés par Lucas, ce qui n'arrivait jamais. Les parents de mes amis ont commencé à m'emmener partout parce que mes parents étaient souvent occupés par des problèmes de famille.
Pendant ce temps, Lucas était passé à des bêtises de plus en plus grosses. Il s'est fait prendre avec des substances au lycée. Je reste vague, mais disons que ce n'était pas vraiment légal. Première cure de désintox à 16 ans. Je m'en souviens très bien, c'était juste avant mon 13e anniversaire. Ma fête a été annulée car mes parents devaient gérer une urgence familiale. Lucas est parti dans un centre pendant 30 jours, à quelques heures de route. Il est revenu, a semblé aller bien pendant peut-être 2 mois, puis il a replongé. Deuxième cure à 17 ans, encore 30 jours. Cette fois, c'était en même temps que ma remise de diplôme du brevet. Papa et maman ne sont pas venus. Ils étaient à la semaine de la famille Beaucentre. J'étais assis dans cet auditorium, à regarder les parents des autres enfants prendre des photos et applaudir, et moi, j'étais seul. Ma grand-mère est venue, Dieu merci, mais ce n'était pas pareil. Je ne cherche pas à me faire passer pour une victime. Beaucoup d'enfants vivent bien pire. Mais voilà le truc, quand on est le bon enfant dans une famille avec un enfant à problème, on devient invisible. Non pas parce que nos parents ne nous aiment pas, mais parce que la roue qui grince est celle qui reçoit de l'huile. Et Lucas grinçait assez fort pour réveiller les morts. J'ai appris à gérer mes propres affaires. Besoin de fournitures pour l'école? Je me débrouillais. Besoin d'aller quelque part? Je prenais mon vélo ou je trouvais le parent d'un ami. Les dossiers d'inscription pour l'enseignement supérieur. C'est ma conseillère d'orientation qui m'a aidé, parce que mes parents étaient trop stressés par la dernière bêtise de Lucas. Le fonds pour mes études avait été créé à ma naissance. Mes grands-parents paternels étaient assez aisés et ils avaient ouvert ce compte épargne. Ils y avaient mis une somme conséquente au départ, puis l'alimentaient à chaque anniversaire et à chaque Noël. Quand j'avais 5 ans, il y avait déjà environ 20 000 euros. Ils avaient fait la même chose pour Lucas, et j'ai toujours pensé que cet argent dormait quelque part, attendant sagement. Mon grand-père est décédé quand j'avais 10 ans, et ma grand-mère quand j'en avais 15. À l'enterrement, elle m'a pris à part. Elle était déjà très malade et savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle m'a dit, cet argent, c'est pour tes études. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu vas faire de grandes choses. Je me souviens avoir hoché la tête, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire par « ne laisse personne te dire le contraire ». Pour qui d'autre cet argent aurait-il pu être? Il était sur un compte à mon nom. Du moins, c'est ce que je croyais. L'année de terminale est arrivée. J'avais travaillé comme un fou, mention bien au bac, un bon dossier, rien pour entrer à Polytechnique, mais largement suffisant pour une bonne université. J'ai postulé dans 6 universités et j'ai été accepté dans 4. Mon premier choix était la grande université de Lyon, à environ 3 heures de route. Elle avait un excellent programme d'ingénierie, des frais de scolarité raisonnables, et avec mon fonds d'études, ça aurait été parfaitement gérable. Cette lettre d'admission est arrivée en mars. Une grosse enveloppe, avec tous les documents de bienvenue, les dates de la rentrée, la totale. J'étais fou de joie. J'ai dévalé les escaliers en l'agitant comme si j'avais gagné au loto. Ma mère était dans la cuisine. Mon père lisait le journal. J'ai été accepté, ai-je presque crié. Admission complète en école d'ingénieur. Le visage de ma mère a eu une drôle d'expression, comme si elle était à la fois heureuse et terrifiée. Mon père a lentement posé son journal. C'est super, fiston. Vraiment super. Sa voix ne correspondait pas à ses mots. On aurait dit qu'on venait de lui annoncer la mort de son chien. Alors, c'est bon pour le fonds d'études, n'est-ce pas? J'ai regardé les chiffres, et avec ce que papy et mamie ont mis de côté, plus peut-être un petit prêt pour le logement, je devrais être totalement couvert. C'est là que le silence s'est abattu. Vous savez, ce genre de silence qui vous noue l'estomac avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. Ma mère s'est mise à pleurer. Des larmes, d'un seul coup, sans prévenir. Mon père s'est levé, a passé la main dans ses cheveux, un tic qu'il a quand il est stressé, et s'est dirigé vers le comptoir. Il est resté là, dos à moi, pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. On doit parler de ce fonds, a-t-il finalement dit. Ma première pensée, étrangement, a été que la bourse s'était effondrée ou quelque chose comme ça. Je n'imaginais pas qu'il avait disparu. La possibilité ne m'a même pas effleuré l'esprit. Il y a eu des dépenses familiales ces dernières années, a poursuivi mon père. Il ne me regardait toujours pas.
Des frais médicaux, des coûts de traitement, des choses que la mutuelle ne couvrait pas entièrement. D'accord, dis-je lentement. Alors, il reste combien? Encore le silence. Papa, il reste combien? Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, rien. Il n'y a plus rien. J'ai ri. J'ai vraiment ri, parce que c'était impossible. 47 000 euros. C'était ma dernière estimation, basée sur les relevés que mamie m'avait montrés des années auparavant. 47 000 euros ne disparaissent pas comme ça. Disparu où, ai-je demandé, ne comprenant toujours pas. Ma mère a essuyé ses larmes. Ton frère avait besoin d'aide. D'une vraie aide. Et ça coûte cher. Et c'est là que tout s'est éclairé. Chaque pièce du puzzle s'est mise en place pour former l'image la plus horrible qui soit. Les cures de désintoxication, les frais médicaux, les urgences familiales qui vidaient les comptes au fil des ans. Ils avaient dépensé mon fonds d'études pour les cures de Lucas. La totalité. Apparemment, plusieurs fois, puisque 47 000 euros ne couvrent pas 5 programmes de traitement distincts. Vous avez dépensé l'argent de mes études pour les cures de Lucas? Je l'ai dit à voix haute juste pour entendre le son que ça faisait, pour confirmer que c'était bien réel. Il en avait plus besoin que toi, a dit ma mère. Et je vous jure, c'est une citation exacte. Pas, nous n'avions pas le choix, ni, nous sommes désolés, ni, nous allons trouver une solution. Juste, sans détour, il en avait plus besoin que toi. Je suis resté là, ma lettre d'admission à la main, ce morceau de papier qui devait marquer le début de tout, et je ne savais tout simplement pas quoi dire. Que peut-on répondre à ça? On va t'aider à trouver une solution, s'est empressé d'ajouter mon père. Un IUT pendant 2 ans, puis tu feras une passerelle vers l'université. Tu es intelligent. Tu y arriveras. Lucas, lui, ne pouvait pas y arriver sans aide. Toi, tu peux. Et voilà. La logique de l'enfant sacrifié, exposé au grand jour. Lucas a besoin d'aide parce qu'il ne peut pas gérer sa vie. Toi, tu n'as pas besoin d'aide parce que tu peux la gérer. Félicitations pour être fonctionnel. Voici ton prix, rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je ne leur ai pas jeté la lettre d'admission au visage, même si chaque muscle de mon corps en avait envie. J'ai juste hoché la tête. D'accord. D'accord. Ma mère a semblé presque soulagée. Oui, d'accord. Je vais me débrouiller. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à calculer. Frais d'inscription à l'IUT, gérable avec un job à temps partiel. 2 ans à vivre à la maison, gratuit mais déprimant. Transfert à l'université pour les années 3 et 4, il faudrait des prêts. Livres, fournitures, transport, encore des prêts. Frais de subsistance une fois transférés, toujours plus de prêts. Je me projetais diplômé avec probablement 50 000 à 60 000 euros de dette pour un diplôme qui m'aurait coûté peut-être 10 000 euros de ma poche si j'avais eu le fonds qui avait été littéralement créé pour moi, à mon nom, par des grands-parents qui voulaient que j'aie une meilleure chance qu'eux. Ce soir-là au dîner, parce qu'il fallait continuer à faire semblant que tout était normal, Lucas est arrivé. Il vivait avec des amis en ville, soi-disant clean. Il avait l'air bien, en fait, en bonne santé et heureux. Maman lui avait préparé son plat préféré. Papa lui a demandé où en était sa recherche d'emploi. Tout le monde agissait comme si nous étions une famille fonctionnelle ayant un dîner normal un mardi soir. Pendant ce temps, j'étais assis là, à calculer mentalement les taux d'intérêt des prêts étudiants. Alors, ça avance tes histoires d'université, m'a demandé Lucas, l'air de rien, comme s'il en avait quelque chose à faire. Bien, ai-je dit. J'ai été pris à mon premier choix. C'est génial, mec. Papa et maman doivent être aux anges. J'ai regardé ma mère, puis mon père. Ils sont devenus soudainement très intéressés par le contenu de leurs assiettes. Ouais, ai-je dit. Vraiment aux anges. Lucas ne savait pas. Il ne lui avait pas dit qu'ils avaient dépensé mon argent, probablement parce qu'il était défoncé pendant la plupart de ses décisions et qu'il ne voulait pas qu'il se sente coupable. Il ne fallait surtout pas accabler le précieux enfant à problème avec les conséquences de ses actes. J'ai déménagé 2 semaines après avoir eu mon bac. Je n'ai pas fait de sortie dramatique. J'ai juste trouvé discrètement une chambre à louer près de l'IUT, j'ai fait mes cartons et je suis parti.
Maman a pleuré. Papa avait l'air soulagé, honnêtement. Une personne de moins face à laquelle se sentir coupable. L'IUT, c'était correct. Pas génial, juste correct. Les profs étaient inégaux, les locaux vétustes, et l'ambiance générale était juste déprimante. Tout le monde là-bas avait une histoire, des mères célibataires qui passaient un diplôme tout en cumulant 2 emplois, des personnes plus âgées qui reprenaient leurs études après un licenciement, des jeunes comme moi qui n'avaient pas les moyens d'aller directement à l'université. Nous essayions tous de nous en sortir. Le bâtiment sentait le détergent industriel et les rêves brisés. Des néons qui grésillaient constamment. Des bureaux couverts de graffitis gravés par des étudiants qui avaient abandonné à mi-parcours. Je travaillais 30 heures par semaine dans un entrepôt logistique, à charger des camions. L'équipe de nuit payait 2 € de plus de l'heure. J'allais en cours la journée, je dormais quelques heures l'après-midi, puis je travaillais de 22 heures à 4 heures du matin. Et ainsi de suite. Ma vie sociale consistait à hocher la tête aux mêmes personnes dans la salle de pause. Le travail à l'entrepôt était brutal, déplacer des cartons pesant entre 10 et 40 kilos, scanner des étiquettes, les charger dans les camions dans un ordre précis. En été, il faisait facilement 35 degrés dans l'entrepôt. En hiver, il était à peine chauffé. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient couvertes de coupures et d'hématomes. Je rentrais à 4h30 du matin, je prenais une douche, je dormais jusqu'à midi, puis je me traînais à mes cours de l'après-midi. Je me suis fait un seul ami à l'IUT, un gars nommé Nicolas, qui travaillait aussi à plein temps et qui était fauché. On révisait ensemble à la bibliothèque entre nos services. Il préparait un diplôme d'infirmier, moi, les prérequis pour l'école d'ingénieur. Parfois, on restait juste assis en silence, trop fatigué pour vraiment étudier, se tenant juste compagnie pour ne pas s'endormir et rater un cours. Nicolas a abandonné au bout d'1 an. Sa mère est tombée malade, et il a dû passer à temps plein à son travail pour aider à payer les factures médicales. Aux dernières nouvelles, il travaillait toujours dans des entrepôts. Il n'a jamais eu son diplôme. Ça aurait pu être moi. Si facilement. Après 2 ans, j'ai réussi à intégrer la même université à laquelle j'avais été accepté au départ. À ce moment-là, j'avais économisé assez pour couvrir un semestre de logement. Le reste, c'était des prêts de l'État, prêts privés, tout ce que je pouvais obtenir. J'ai signé mon nom tellement de fois sur des documents de prêt que ma signature est devenue un gribouillis illisible. La 3e année a été brutale. Les cours d'ingénierie ne sont pas faciles quand on tourne avec 5 heures de sommeil et des nouilles instantanées. Je me suis fait quelques amis, mais ils vivaient tous l'expérience universitaire normale, des fêtes le week-end, des programmes d'échange à l'étranger, des vacances au ski. Moi, je travaillais pour la sécurité du campus le week-end et je passais mes vacances à faire des heures supplémentaires dans un entrepôt. Je ne suis jamais rentré pour les fêtes. Je ne supportais pas de voir mes parents faire semblant que tout allait bien pendant que Lucas passait d'un petit boulot à l'autre, d'une petite amie à l'autre, et était toujours sur le point de remettre sa vie en ordre. Ils appelaient parfois, « Tu devrais venir nous voir. » Non, ça va. En dernière année, j'ai obtenu un stage dans une entreprise de fabrication. C'était un stage rémunéré, ce qui était une aubaine 12 € de l'heure et ils m'ont suffisamment apprécié pour me proposer un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Ce n'était pas un travail d'ingénieur prestigieux, mais c'était un vrai travail avec des avantages et un salaire. J'ai obtenu mon diplôme en mai. En août, je travaillais à plein temps. Mon salaire de départ était de 48 000 € par an. Pas incroyable, mais après des années de galère, c'était comme gagner au loto. J'avais mon propre appartement, je pouvais faire mes courses sans vérifier mon compte en banque, et j'avais enfin une mutuelle. Les remboursements du prêt étudiant ont commencé 6 mois plus tard, 540 € par mois pendant 10 ans. Soit 65 000 € au total en comptant les intérêts. 65 000 €. Parce que mes parents avaient décidé que la 5e tentative de leur fils aîné pour devenir clean était plus importante que mon éducation. J'ai payé chaque mois à temps, sans jamais en manquer un, et j'ai fait des remboursements supplémentaires quand je le pouvais. C'est devenu une obsession. Chaque mois, je virais l'argent et je pensais que cette dette n'aurait jamais dû exister. Elle était complètement évitable. Mais peu importe, c'était comme ça. Les années ont passé. J'ai été promu. J'ai rencontré une fille, Claire, au mariage d'un ami, l'un des rares que j'avais gardé de l'université.
Elle était chef de projet dans une entreprise de construction, intelligente, drôle, elle avait les pieds sur terre. Le courant est passé tout de suite. À notre deuxième rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte. On n'est pas proches. Ils ont fait des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord. On ne se parle pas vraiment. Elle n'a pas insisté. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle comprenait que certaines familles sont juste cassées d'une manière qui ne peut être réparée. Et que ce n'est pas grave. On construit sa propre vie. On s'est fiancés au bout d'un an et on s'est mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie. Sa famille, nos amis, et mon oncle Michel, qui avait toujours été correct avec moi, étaient là. Maman et papa ont reçu une invitation parce que Claire pensait que c'était la bonne chose à faire. Ils sont venus, se sont assis au fond, sont partis avant la réception et n'ont pas apporté de cadeaux. Lucas n'était pas invité. J'ai entendu dire par des proches qu'il était de nouveau en cure de désintox. La 7e ou la 8e. J'avais perdu le compte. Claire et moi avons acheté une maison quand j'avais 29 ans. Rien d'extravagant, juste une maison avec 3 chambres dans un quartier correct, mais c'était la nôtre. Nous avions tous les deux économisé de manière agressive, maintenu nos dépenses au plus bas, et quand la bonne occasion s'est présentée, nous avons sauté dessus. Le jour de la signature, je me souviens être debout dans le salon vide, en pensant que j'avais réussi. Malgré tout, malgré un départ à moins 60 000 €, j'y étais arrivé. J'ai remboursé le dernier centime de mon prêt étudiant 3 mois avant mon 30e anniversaire. J'ai fait le paiement final en ligne, j'ai cliqué sur valider et j'ai vu le solde passer à 0. Claire m'a fait un gâteau. Nous avons célébré comme des gens normaux célèbrent une victoire au loto, parce que pour moi, c'est ce que je ressentais, la liberté d'une dette qui n'aurait jamais dû exister. 2 semaines plus tard, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre. On se parlait peut-être 2 fois par an, généralement pour les grandes fêtes, et ces conversations duraient environ 5 minutes d'échange gênant avant que nous trouvions tous les deux des excuses pour raccrocher. Mais j'ai répondu. Salut, fiston, comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va. Écoute, je dois te parler de quelque chose. À propos de Lucas. Bien sûr. Pourquoi d'autres appelleraient-ils? Il ne va pas bien. Vraiment pas bien cette fois. Il consomme de grosses quantités depuis environ 6 mois. On a tout essayé, les programmes en ambulatoire, les groupes de soutien. Rien ne fonctionne. Il a besoin d'une vraie aide. D'accord, dis-je, car que peut-on dire d'autre? Il y a un centre résidentiel de longue durée. C'est un programme de premier ordre, sur 12 mois, avec un soutien médical et psychologique complet. C'est sa meilleure chance. Ça y est, on y vient. Ça coûte 35 000 €. Et voilà. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai juste éclaté de rire au téléphone. Ce n'est pas drôle, la voix de mon père est devenue sèche. Ton frère pourrait mourir. On parle de vie ou de mort ici. Où était cette urgence quand vous avez dépensé mon fonds d'études? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Pas avec colère, juste factuellement. Où était l'inquiétude de vie ou de mort quand vous avez pris 47 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour mon avenir et que vous les avez jetés par les fenêtres pour la cure de désintox numéro 5? Silence à l'autre bout du fil. C'était différent, a-t-il commencé. Comment? Comment c'était différent? J'avais 18 ans, une lettre d'admission, des rêves et un avenir. Et vous l'avez choisi, lui, 5 fois de suite. Vous l'avez choisi. Maintenant, il a 33 ans, et vous le choisissez encore, et vous voulez que je fasse quoi? Que je rejoigne le club? Tu t'en es bien sorti. Je m'en suis bien sorti? J'ai dû rire à nouveau. Papa, j'ai travaillé de nuit à charger des camions tout en allant à l'université à plein temps. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette. J'ai passé toute ma vingtaine à rembourser un prêt pour une éducation qui aurait dû être principalement couverte par de l'argent qui avait été littéralement économisé pour moi, à mon nom, par papy et mamie qui voulaient que j'aie une chance. Tu sais ce qui s'en est bien sorti? Mon score de crédit, parce que je n'ai jamais manqué un paiement, même quand il me restait 40 € sur mon compte et une semaine avant la paie. Mais moi? Je ne m'en suis pas bien sorti. Je m'en suis sorti malgré vous.
On a fait de notre mieux. Votre mieux, c'était de dépenser mon fonds d'études sans même me le dire jusqu'à ce que je tienne une lettre d'admission dans les mains. Votre mieux, c'était de rater ma remise de diplôme du bac parce que vous étiez à la semaine de la famille pour la deuxième cure de Lucas. Votre mieux, c'était de dire à un gamin de 18 ans de se débrouiller parce que son frère avait plus besoin de l'argent. C'était ça, votre mieux? De nouveau le silence. Je pouvais l'entendre respirer, des respirations lourdes comme s'il essayait de ne pas pleurer ou peut-être de ne pas crier. Difficile à dire avec mon père. On te remboursera, a-t-il dit finalement, plus doucement. J'ai ri encore plus fort. Avec quel argent, papa? La maison que vous avez réhypothéquée pour sa dernière cure? La retraite de maman que vous avez vidée pour celle d'avant? Vos économies qui n'existent plus depuis que je suis au lycée? Avec quoi exactement allez-vous me rembourser? Avec de bonnes intentions? Parce que ça ne paie pas les factures. Nous sommes une famille, a-t-il essayé. La famille s'entraide. Une famille investit dans la famille. Une famille protège la famille. Une famille ne sacrifie pas l'avenir d'un enfant pour la 5e seconde chance d'un autre. Où était-ce la 6e? J'ai honnêtement perdu le compte. Mais ce que je n'ai pas perdu, c'est le nombre de fois où vous m'avez demandé de l'argent. 0. Jusqu'à maintenant. Parce que vous ne m'avez jamais interrogé sur ma vie. Jamais demandé si j'allais bien. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Vous avez juste supposé que je me débrouillerais. Et je l'ai fait. Mais maintenant que vous avez besoin de quelque chose, soudain, je redeviens pertinent. Soudain, je suis de la famille. Ça ne marche pas comme ça. C'est ton frère. Et j'étais ton fils. J'avais 18 ans, je tenais une lettre d'admission, et tu m'as regardé dans les yeux pour me dire qu'il n'y avait plus rien. Pas nous sommes désolés. Pas nous allons trouver une solution ensemble. Juste il en avait plus besoin que toi. Alors je me suis débrouillé seul. J'ai travaillé à plein temps pendant mon IUT, j'ai intégré une université avec 60 000 € de dette, et j'ai payé chaque mois pendant les 7 dernières années. Je viens de faire mon dernier versement il y a 3 semaines. 65 000 € au total avec les intérêts. Alors, non, papa. Je ne te donnerai pas 35 000 €. Il va mourir sans aide, a dit mon père, et sa voix s'est brisée. Et le pire, c'est qu'il n'avait probablement pas tort. Lucas allait probablement mourir sans aide. Le taux de réussite du traitement diminue à chaque échec. À la 7e ou 8e tentative, les chances étaient minces. Alors il mourra, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne suis pas insensible. Je suis réaliste. Vous l'avez soutenu dans sa dépendance pendant 15 ans. Vous vous êtes ruiné en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et chaque fois qu'il rechute. Un mois après cette 5e cure, celle que vous avez payée avec mon avenir, il consommait à nouveau. Un mois. Cette fois, c'est différent. Ce n'est jamais différent, papa. C'est le même cycle, traitement, sobriété, rechute, et on recommence. Et vous continuez à alimenter le cycle parce que vous ne pouvez pas accepter que certaines personnes sont peut-être juste brisées d'une manière qui ne peut être réparée. Mais je ne vous donnerai pas mon argent. Je ne vous donnerai pas mes économies. Je n'hypothéquerai pas mon avenir pour son passé. Je l'ai déjà fait pendant des années, en vivant dans cette maison, en vous regardant tout jeter sur lui alors qu'on attendait juste de moi que je me gère. Eh bien, je me suis géré, et maintenant je gère ma propre vie, et ça n'inclut pas de financer la prochaine expérience de porte tournante de Lucas. J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, maman a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a laissé un message, en pleurant, bien sûr. S'il te plaît, rappelle-nous. C'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Ton frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. Je l'ai effacé. La semaine suivante, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des SMS de papa, des messages vocaux de maman. Même Lucas a appelé une fois. C'était la meilleure. Il a laissé un message décousu sur le fait qu'il était désolé d'être un raté, qu'il avait juste besoin d'une chance de plus et qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. J'ai bloqué tous leurs numéros.
Puis ils sont devenus malins et ont commencé à appeler depuis les téléphones d'autres personnes. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans a soudainement appelé, me demandant comment j'allais. Puis, l'air de rien, elle a mentionné qu'elle avait entendu que Lucas avait des difficultés et que c'était triste comme la famille a parfois besoin de soutien. Je lui ai dit sans détour, est-ce que mes parents t'ont demandé de m'appeler? Elle a hésité. Ils ont mentionné que tu pourrais peut-être aider. Je n'aiderai pas. Ils ont dépensé mon fonds d'études pour la cure de Lucas. 47 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour moi. Disparu. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette à cause de leur choix. Je viens de tout rembourser. Alors, non, je ne leur donnerai pas 35 000 € pour la 8e ou 9e tentative. Merci d'avoir appelé, cependant. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué, elle aussi. D'autres parents ont appelé les jours suivants. Mon oncle Michel, celui que j'aimais bien, a appelé pour me dire qu'il avait entendu ce qui s'était passé et qu'il pensait que je devais savoir que les gens parlaient. Apparemment, mes parents étaient passés en mode victime totale auprès de la famille élargie, me dépeignant comme ce fils au cœur de pierre qui refusait de sauver son frère mourant. Que disent-ils exactement, ai-je demandé à Michel. Que Lucas est en crise. Qu'il y a un programme de traitement qui pourrait lui sauver la vie. Que tu as l'argent mais que tu ne veux pas aider. Ta mère dit à tout le monde que tu gagnes un salaire à 6 chiffres. C'est vrai, d'ailleurs? Est-ce que ça a de l'importance? Pas vraiment. Mais il donne l'impression que tu nages dans l'argent et que tu es juste méchant. Je ne nage pas dans l'argent. Je gagne bien ma vie. Je suis propriétaire d'une maison parce que Claire et moi avons économisé pendant des années. Je viens de rembourser mes prêts étudiants et des prêts qui existent parce qu'ils ont dépensé mon fonds d'études pour Lucas. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce que ce n'est pas leur argent. C'est le mien. Je l'ai gagné, et je ne le leur donnerai pas. Je ne dis pas que tu devrais, a dit Michel. Je te préviens juste que ça va devenir compliqué. Il avait raison. 2 jours plus tard, ma tante Sophie a appelé. Puis mon cousin Mathieu. Puis une autre tante dont je me souvenais à peine du nom. Tous avec des variations du même scénario, nous sommes inquiets pour Lucas. Nous entendons dire que tu réussis bien. La famille s'entraide. Qu'est-ce que 35 000 € pour toi? C'est sa vie qui est en jeu. J'en ai eu marre de m'expliquer individuellement, alors j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des jours. J'ai écrit un email long, détaillé et organisé chronologiquement. J'ai commencé par le fonds d'études créé par mes grands-parents. J'ai listé chaque cure de désintoxication avec les dates, chaque rechute avec les délais, chaque euro que mes parents ont dépensé, ou du moins ce que je pouvais vérifier grâce à des conversations au fil des ans, 47 000 € de mon fonds d'études, 20 000 € de plus pour la cure numéro 3, 15 000 € pour la numéro 4, un crédit immobilier pour la numéro 6. J'ai joint mon historique de remboursement de prêts étudiants, 7 ans de mensualité de 540 €. J'ai joint ma confirmation de remboursement final d'il y a 3 semaines. J'ai écrit une analyse détaillée de la façon dont j'avais travaillé à plein temps pendant mes études, obtenu mon diplôme avec une dette massive, et passé toute ma vingtaine à payer pour une éducation qui aurait dû être principalement couverte par de l'argent spécifiquement économisé pour moi. J'ai même ajouté des captures d'écran, des relevés bancaires montrant mes paiements de prêts, de vieux emails du bureau d'aide financière. J'ai même retrouvé une photo de cette lettre d'admission d'il y a 12 ans. J'ai inclus une chronologie. 16 ans, première cure de Lucas, 12 000 €. 17 ans, deuxième cure de Lucas, 15 000 €. 18 ans, troisième cure de Lucas en utilisant mon fonds d'études, 47 000 €. 18 à 20 ans, moi, travaillant de nuit dans un entrepôt tout en étudiant à l'IUT. 19 ans, quatrième cure de Lucas, 18 000 € grâce à un crédit immobilier. 20 à 22 ans, moi, à l'université de Lyon, 60 000 € de prêts étudiants. 23 ans, cinquième cure de Lucas, 22 000 €, les parents réhypothèquent la maison. 23 à 30 ans, moi, payant 540 € par mois pour mes prêts. 28 ans, sixième cure de Lucas, 15 000 €, maman vide sa retraite. 30 ans, septième cure de Lucas, 35 000 € demandés, refusés. J'ai terminé par ceci. On me dit que la famille s'entraide. Je suis d'accord, c'est pourquoi je me demande où était ma famille quand j'avais 18 ans et que je venais d'apprendre que mon avenir avait été vendu pour la 5e tentative ratée de sobriété de mon frère.
On me dit que 35 000 € n'est rien comparé à une vie. Je suis d'accord, c'est pourquoi je me demande pourquoi mes parents n'ont pas estimé que mon éducation et mon avenir méritaient d'être protégés. Lucas a été en traitement 7 fois. Il a rechuté après chacune d'entre elles. Je ne dis pas cela pour être cruel, je le dis parce qu'à un moment donné, il faut accepter que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, surtout quand elles ne veulent pas être sauvées. Mes parents ont dépensé plus de 100 000 € en essayant. Ils se sont ruinés, ont détruit leur retraite, réhypothéqué leur maison, et nous revoilà avec la même demande. Je ne leur donnerai pas 35 000 €. Pas par dépit, pas par colère, mais parce que j'ai appris il y a longtemps qu'on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Et je refuse de m'immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud, surtout quand il utilisera cette chaleur pour replonger dans 6 mois. Si l'un d'entre vous souhaite contribuer au traitement de Lucas, j'ai fait le calcul. 35 000 € divisé par notre famille élargie d'environ 15 adultes, cela fait environ 2 300 € chacun. J'attends ici pendant que vous envoyez tous vos chèques. Je l'ai envoyé à tout le monde, chaque tante, oncle et cousin qui avaient appelé. J'ai mis mes parents en copie, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a explosé de SMS. Certains en colère, d'autres compatissants, la plupart silencieux. Tante Sophie, comment oses-tu étaler les affaires de famille comme ça? Cousin Mathieu, c'est entre toi et tes parents. Une autre tante, ton frère est en train de mourir et tu fais ta mijaurée. Oncle Michel, eh bien, merde. Mais personne, pas une seule personne, n'a offert de contribuer. Quelle surprise. Ma mère a envoyé un seul SMS, tu as brisé le cœur de ton père. J'ai répondu, il a brisé le mien il y a 12 ans. Je n'ai juste pas envoyé de mail de masse à ce sujet. Je l'ai bloqué. Oncle Michel a appelé le lendemain. Cet email était dur. Était-il inexact? Non. Alors il n'était pas dur. Il était honnête. Ces gens m'appellent, me disent que je dois aider à sauver mon frère. Aucun d'eux n'a proposé de participer. Ils voulaient juste que je sois la solution. Eh bien, je ne le suis pas. J'en ai fini d'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés. Au cours du mois suivant, les appels se sont calmés. Mes parents ont cessé d'essayer. La famille élargie est devenue silencieuse. Je suis retourné à ma vie normale. Puis, 9 mois plus tard, j'ai reçu un appel de l'oncle Michel. Lucas avait fait une overdose. Il avait été retrouvé dans son appartement par son propriétaire après que les voisins se soient plaints de l'odeur. Il était mort depuis probablement 3 jours avant que quiconque ne le remarque. Je suis désolé, a dit Michel. Les funérailles sont samedi. Tes parents veulent savoir si tu viendras. Non. Ils veulent vraiment que tu sois là. Ils sont dévastés. J'en suis sûr. Mais je ne peux pas pleurer une relation qui s'est terminée il y a 12 ans. J'ai fait le deuil de cette famille quand j'avais 18 ans, debout dans ma cuisine, tenant une lettre d'admission pendant que ma mère me disait que mon frère avait plus besoin de mon avenir que moi. C'est juste la conclusion que tout le monde voyait venir. C'est nul, mais c'était inévitable. C'est vraiment froid, mec. Laisse-le. Ou est-ce juste réaliste? Lucas avait 33 ans. Il consommait depuis ses 16 ans. Il avait suivi 8 programmes de traitement. Il avait déjà fait des overdoses, 2 fois à ma connaissance. Ça allait toujours se terminer comme ça. Et je ne vais pas rester dans un funérarium et faire semblant d'être surpris ou d'avoir le cœur brisé alors que tout le monde, absolument tout le monde, voyait ça venir depuis plus d'une décennie. C'était ton frère. C'était. Passé simple. Et c'est triste. Mais je ne peux pas réparer la mort plus que je ne pouvais réparer la dépendance. Mes parents ont essayé. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient en essayant. Ça n'a pas marché. Ma présence à ces funérailles ne changera rien, sauf à mettre tout le monde mal à l'aise. Je n'y suis pas allé. Le jour des funérailles, nous sommes allés faire une randonnée. Nous avons passé l'après-midi dans les bois, téléphones éteints, juste à marcher. Ça semblait juste. Je suis rentré et j'avais 17 appels manqués. Des messages vocaux des 2 parents, de divers parents, tous disant la même chose, comment oses-tu ne pas te montrer? Quel sans-cœur. Quelle cruauté. Comment je le regretterais. Un message de mon père,
ta mère est dévastée. Ton frère est mort, et tu n'as même pas pu te montrer pendant 2 heures. Quel genre de personne fait ça? Un de ma mère, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Un de ma tante Sophie, tu es mort pour cette famille. Je les ai tous effacés et j'ai bloqué quelques numéros de plus. J'ai continué ma vie. La vérité, c'est qu'il me voulait à ses funérailles pour eux, pas pour Lucas. Lucas s'en fichait bien, mais eux voulaient l'image d'une famille unie. Ils voulaient me faire jouer le rôle du frère en deuil pour qu'ils puissent jouer le rôle des parents en deuil avec leurs 2 fils présents. J'ai refusé d'être un accessoire dans leur performance. La vie a continué. J'ai eu une promotion au travail. Claire et moi avons commencé à parler d'enfants. Des projets d'avenir normaux que les gens normaux font quand ils ne gèrent pas constamment la crise de quelqu'un d'autre. Environ 6 mois après la mort de Lucas, j'ai reçu un SMS de mon père. Il était court. Tu avais raison sur tout. Nous avons échoué avec toi. Nous avons échoué avec Lucas. Nous avons échoué en tant que parents. Ta mère ne l'admettra pas, mais je ne peux plus continuer à me mentir. Nous avons dépensé ton avenir en essayant de sauver ton frère, et nous vous avons perdus tous les deux de toute façon. Je suis désolé. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais j'avais besoin de le dire. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne sais même pas si je nous pardonne. Mais tu méritais mieux. Tu méritais des parents qui protégeaient ton avenir aussi farouchement que nous avons essayé de sauver la vie de ton frère. Nous ne savions tout simplement pas comment faire les deux. Et nous avons fait le mauvais choix. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de tristesse, juste rien. Je l'ai montré à Claire. Qu'est-ce que tu en penses? Elle l'a lu. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Alors ça n'a pas d'importance. Elle avait raison. Ça n'avait pas d'importance. Des excuses 12 ans trop tard n'effacent pas 12 ans de dommages. Elles ne remboursent pas les intérêts d'un prêt étudiant. Elles ne me rendent pas la vingtaine que j'ai passée à travailler au lieu de vivre. Elles ne ressuscitent pas une relation morte quand j'avais 18 ans. Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Merci pour les excuses. Dommage qu'il y ait eu un mort au passage? Il n'y avait rien à dire. La conversation était terminée depuis des années. Ce n'était que l'épilogue que personne n'avait demandé. Voilà ce que personne ne vous dit sur le fait d'être le bon enfant sacrifié pour l'enfant à problème, vous ne devez rien à personne. Pas à vos parents qui ont fait de mauvais choix. Pas à votre frère qui n'a pas réussi à se reprendre en main. Pas à la famille élargie qui a soudainement des opinions quand elle sent l'odeur de l'argent. Vous ne leur devez pas vos économies. Vous ne leur devez pas votre avenir. Vous ne leur devez pas votre présence à des cérémonies de deuil performatives. Et vous ne leur devez surtout pas l'effort émotionnel de prétendre que vous êtes une grande famille heureuse quand ils vous ont traité comme un plan B toute votre vie. Les gens parlent de la famille comme d'un lien sacré qui surpasse tout le reste, comme si le sang signifiait automatiquement loyauté, soutien et amour inconditionnel. Mais c'est un non-sens. Le sang signifie juste que vous partagez de l'ADN. La famille, c'est ce que vous construisez avec des gens qui sont réellement là pour vous. Mes parents étaient là pour Lucas à chaque fois. Ils n'étaient pas là pour moi. C'est leur choix. Ils ont choisi comment allouer leurs ressources, et maintenant, je choisis les miennes. YouTube vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, le hype. Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, explosez ce bouton hype. C'est le meilleur moyen de dire à YouTube que cette vidéo mérite de devenir virale.